Atlas et la branche de l'assistance présentent les voix de l'assistance. 10 000 collaborateurs en France, 45 000 dans le monde. Avec une gamme de services toujours plus étendue, le secteur de l'assistance recrute en permanence et notamment en alternance. Assistance automobile, assistance médicale, assistance santé et médico-sociale, service à la personne, habitat, assurance voyage, service de conciergerie. Bienvenue dans les voix de l'assistance. Des collaborateurs en poste nous parlent de leur métier. Un podcast en partenariat avec l'Observatoire des métiers de l'assistance. Bonjour, je suis Hugo Léonard, Business Pricing Analyst dans une société d'assistance depuis 4 ans. Bonjour Hugo, ça va bien ? Oui, ça va bien, oui. Très bien. Bon, merci à toi pour témoigner dans cet épisode des voix de l'assistance. Une première question, tiens, peut-être toute simple. En quoi consiste concrètement le job de Business Pricing Analyst ? Alors, pour faire simple, il s'agit de définir les prix auxquels sont proposés tous nos produits d'assistance. Le jeu, c'est d'assurer la rentabilité de l'entreprise en accompagnant son développement. Si je le mets dans d'autres termes, c'est définir les prix qui couvrent toutes les charges de l'entreprise en assurant de la marge sans que le prix soit trop élevé pour rester compétitif. Ok. Et pourquoi ce choix finalement pour toi d'exercer ton métier dans le secteur de l'assistance ? Alors l'assistance, c'est un domaine qui parle, qui a du sens évidemment. Travailler sur des produits qui consistent à porter assistance aux personnes qui sont en galère, qui ont des pépins sur la route, c'est satisfaisant. Mais c'est pas moi personnellement qui vais déployer les services pour aider ces personnes. Ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est l'aspect technique, c'est d'introduire la notion d'aléa. Autrement dit, c'est de tarifer un événement qui est imprévisible. Alors dans un instant, on va s'intéresser évidemment à ton quotidien. Peut-être juste avant, on va revenir un peu sur ton parcours universitaire, si tu le veux bien. Après avoir décroché ton bac économique et social en 2009, tu décides d'entamer quelles études supérieures et surtout pour quel diplôme ? Alors ça a été un petit peu chaotique. Après le bac, j'ai passé une année à chercher ce dont j'avais vraiment envie. J'ai essayé 2 facultés différentes sans grande conviction. J'ai ensuite fait plusieurs petits boulots durant cette même année, des inventaires de nuit en magasin, de la vente en duty-free, du conseil au rayon jeux vidéo, avant de me tourner vers une licence à la fin de l'année en gestion et marketing. Ouais, donc tu as fini par trouver. J'ai fini par trouver. Très vite, tu as su vers quel métier tu voulais te diriger ? Non, ça n'a pas été une évidence. Même pendant ma licence, j'avais pas trop d'idées. Je savais que la partie commerciale me plaisait, mais également les analyses chiffrées qui venaient étayer le discours commercial. J'avais pas à l'époque de visibilité sur un métier qui conciliait de manière évidente l'aspect commercial et l'aspect finance. Bon, quelles ont été finalement tes premières expériences professionnelles à toi ? Alors, après cette licence que j'ai terminée au Danemark, j'ai commencé une expérience de commercial en aménagement foncier. Autrement dit, je vendais des terrains viabilisés en lotissement pour que se construisent des maisons individuelles ou des collectifs. J'étais un peu loin de la tarification à ce moment-là. Après 2 ans passés sur ce poste, j'ai décidé de reprendre mes études en finance en alternance. Ce qui m'a poussé à faire ce choix, c'était la volonté d'approfondir l'aspect chiffré pour comprendre et participer aux décisions stratégiques des entreprises. Qu'est-ce qui fait que tu sois parti au Danemark pour ta licence ? L'opportunité, ils ouvraient un nouveau partenariat sur le Danemark et je trouvais la destination très intéressante, la culture aussi. Et c'était l'opportunité de passer 6 mois dans une culture étrangère. Ouais, et ça t'apporte quoi, ça, concrètement ? Le fait de finalement travailler l'anglais, devenir bilingue en anglais, et aussi de nouvelles méthodes de travail qui sont quand même bien différentes de celles qu'on peut connaître ici. Ouais, et donc tu t'en gardes un bon souvenir ? Un excellent souvenir, ouais. Bon, pendant presque 2 ans, tu es alternant chez un des leaders européens des loisirs, exploitant les plus grands domaines skiables des Alpes françaises. Pour quelles raisons tu as fait ce choix de l'alternance ? Alors l'alternance, pour moi, c'était une manière de garder un pied dans la vie active. C'était surtout une manière aussi de garder un salaire et aussi de me faire financer le master. De manière générale, je trouvais ça intéressant parce que c'est l'occasion de mettre en application la théorie et de confronter les concepts nouveaux à la réalité. Alors, depuis 2017, maintenant, tu occupes les fonctions d'analyste. D'abord comme business analyst, ensuite comme business pricing analyst. Ton parcours montre une évolution constante, en tout cas, dans le domaine de l'analyse, passant de l'analyste d'affaires à analyste de prix et de données, puis à ton poste actuel d'analyste en tarification d'entreprise. Quelles sont finalement les principales motivations chez toi qui t'ont guidé dans ce choix de carrière et comment est-ce que tu as identifié tes compétences ou intérêts spécifiques
dans ce domaine? Depuis le choix de ma licence, je cherchais quelque chose d'hybride entre le commerce et la finance. Par contre, les postes de pricing, c'est pas des postes qui bénéficient d'une grande publicité, donc j'en ai pas eu connaissance à l'époque. Donc j'ai cherché un petit peu avant de trouver un poste qui correspondait à mes attentes. Et dès que j'ai intégré mon premier poste de business analyst, les missions m'ont tout de suite plu. Allez, restons maintenant focus sur ton poste actuel de Business Pricing Analyst. Quelles sont tes missions au quotidien? Est-ce que tu peux donner des exemples aussi concrets qui nous parlent? Ouais. Alors, ma mission, c'est de m'assurer que pour des affaires nouvelles ou des affaires existantes, l'ensemble des coûts qu'on va déployer lors d'un sinistre est couvert par les primes qu'on va demander à l'ensemble du portefeuille de clients. En termes assurantiels, on mutualise un aléa. Et si on prend un exemple un peu plus concret, par exemple, si il y a 10 personnes de ce portefeuille, donc qui auraient un total de 100 qui ont un accident et que nous devons déployer des prestations comme le rapatriement d'un véhicule, du taxi pour assurer un retour à domicile et que l'ensemble de ces coûts est égal à 5 000 €, le jeu, c'est de s'assurer que ces 5 000 € sont répartis équitablement sur l'ensemble du portefeuille. Donc là, ça ferait 50 € par personne. Là-dessus, il faut évidemment qu'on ajoute les coûts liés à la gestion du sinistre, donc au déploiement des prestations, les services supports, le coût que je représente pour l'entreprise, ainsi que la marge de l'entreprise. Le jeu, ce qui rend vraiment la chose intéressante, c'est d'anticiper à combien de personnes ça va arriver et combien ça va coûter. Et pour obtenir cette estimation, j'utilise des statistiques qu'on observe sur d'autres contrats et on les ajuste en tenant compte du contexte du client. Donc on a des tâches qui sont variées, c'est ça? Ouais, plutôt variées, ouais. Il s'agit en résumé de définir les grilles de prix que des intermédiaires de vente vont pouvoir proposer ou de réévaluer un niveau de prix en fonction de la performance de l'ensemble des véhicules qui sont assurés. Ça peut être aussi de tarifer des services additionnels pour un client. On peut prendre l'exemple du switch. C'est des prestations qui permettent à des propriétaires de véhicules électriques pour partir en vacances, échanger leur véhicule électrique s'ils sont inquiets par rapport à l'autonomie contre un véhicule thermique. Ok, exemple bien concret. Est-ce que tu as une journée type et si oui, à quoi elle ressemble finalement? Une journée type, alors il y a une partie d'analyse, il y a des réunions évidemment et des recroisements d'analyse. C'est très irrégulier, mais en moyenne j'ai 3 réunions par jour, ça peut être 0 ou ça peut être beaucoup plus que 3. Mais il est évident que j'ai besoin de temps pour travailler mes analyses. Il y a donc évidemment des plages dédiées où j'analyse les données et formule les recommandations. Il m'est aussi arrivé de me déplacer dans le cadre du boulot. Mais c'est plus rare. J'ai eu l'occasion de me déplacer en Espagne et en Angleterre pour rencontrer les équipes locales et travailler sur des sujets et des dossiers très spécifiques. Qui sont tes interlocuteurs, que ce soit en interne ou en externe? Alors, les interlocuteurs sont multiples. Le commerce, c'est notre plus grand pourvoyeur de travail, mais il y a le marketing aussi, la finance, les opérations, la direction et aussi occasionnellement les clients en direct. C'est cette variété d'interlocuteurs qui me plaît beaucoup. Le prix, c'est une conséquence d'une analyse de plusieurs facteurs qui doit prendre en compte beaucoup d'éléments, les stats à disposition, le marché, notre fonctionnement interne, les informations que le client nous transmet. Et du coup, ça me permet de parler à beaucoup de gens. Ouais, j'imagine, ouais. Quelles sont les compétences techniques maintenant à maîtriser pour exercer cette profession de business pricing analyst? Et est-ce qu'il y a aussi, je sais pas moi, des logiciels ou des outils par exemple à maîtriser? Oui, alors il faut avoir une bonne compréhension en général des états financiers, particulièrement du compte de résultat. Et côté outils, Excel c'est un incontournable. Ensuite, il y a la connaissance d'un outil de data visualisation qui est intéressante et la connaissance d'un langage type SQL est très pratique aussi. Alors là, on a parlé de compétences hard skills. Si on s'intéresse maintenant aux soft, les compétences de savoir-être, quelles sont les qualités requises pour pouvoir exercer ce type de métier? Alors, il faut faire preuve d'adaptabilité face aux différents interlocuteurs. On parle pas aux mêmes personnes. Il faut avoir une faculté de négociation, la faculté d'argumenter aussi. Il faut être capable de défendre ses analyses. Il faut une capacité d'analyse en tant que telle et avoir un esprit de synthèse. Il faut aussi pouvoir travailler en équipe. Ici, on est une équipe de 5 personnes. C'est quoi les difficultés éventuelles auxquelles tu peux être confronté dans le cadre de tes missions? Ce qui est le plus difficile, c'est le manque de données pour estimer le risque auquel on va être confronté. Mais il y a aussi d'autres éléments comme l'arrivée du véhicule électrique, qui est un exemple typique, où son déploiement assez rapide nous a mis face à des problématiques pour tarifer les premiers produits d'assistance. Ah ouais, c'était chaud ça? Disons que il faut faire un acte 2 fois et puis essayer de rationaliser au maximum avec le plus d'éléments possibles, mais
la part d'incertitude reste très grande. Au niveau qualité de vie au travail, maintenant, comment ça se passe pour toi? Tu évolues dans quel environnement concrètement? Alors, on vit au rythme des demandes internes qui rythment le quotidien, avec des échéances plus ou moins courtes. Les appels d'offres peuvent générer des volumes de travail assez conséquents sur une période donnée. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est les changements de rythme. Ça écarte vraiment le sentiment de routine. C'est que du présentiel ou tu as un petit peu de distanciel dans ton organisation? Ça fonctionne comment? On a au moins 2 jours de télétravail par semaine, jusqu'à 10 jours par mois. C'est quoi les perspectives d'évolution de carrière pour toi? Alors, une évolution logique à mon poste, ça passe par la prise de responsabilité d'une équipe, alors que ce soit dans le pricing ou même de manière plus large, évoluer vers du contrôle de gestion ou pourquoi pas envisager même côté commerce. Est-ce que ce job de business pricing analyst permet finalement d'avoir un bon équilibre entre vie pro et vie perso? Oui, tout à fait. Alors, mis à part certaines périodes un peu plus chargées en travail, j'ai pas de souci à concilier les deux. J'ai toujours le temps de promener mon chien, de faire à manger, il y a pas de souci. Ouais, t'as du temps pour toi, quoi. Ouais. Alors certains pourront penser que ce job d'analyste, c'est pas le plus fun qui existe comme ça. Toi, qu'est-ce qui te plaît franchement, concrètement dans ce job? Qu'est-ce qui te motive chaque matin à aller bosser et avoir la banane? Alors c'est la pluralité des interlocuteurs, le fait que j'ai pas de routine et j'ai aussi l'occasion de participer à des discussions et des décisions stratégiques liées au développement de l'entreprise, qu'ils soient internes ou externes. Et on devient aussi conseil par l'expérience sur des sujets comme la définition des produits et la stratégie de vente. Donc tu t'éclates. Ouais, tout à fait. Merci Hugo d'être venu témoigner. Avec plaisir. Un grand merci à toi. Les Voix de l'assistance, c'est le podcast avec l'Observatoire des métiers de l'assistance. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain épisode. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ce programme depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Salut Hugo. Salut. Atlas et la branche de l'assistance vous ont présenté les Voix de l'assistance. Retrouvez toutes les informations de la branche des métiers de l'assistance sur le site j'assuremonfutur.fr.